Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de rentrée de Gazelle Énergie. Je suis Laure Langiel, je suis la directrice des ventes grands comptes. Alors on vous remercie vraiment de vous être tous connectés parce que là on commence à exploser les scores, donc merci d'être tous là. Le webinaire d'aujourd'hui s'articule en 3 parties. Donc on va avoir une partie sur l'électricité, sur le gaz, excusez-moi, d'abord avec Emilio, notre expert pricing marché gaz. Ensuite, nous avons Arnaud sur la partie électricité, qui va nous faire également un bilan, la rétrospective 2022 et surtout ce qui vous intéresse et 23 et ce qui vous intéresse c'est 2024. Et au-delà, nous avons enfin Julien qui est notre responsable de la direction transition énergétique et notamment PPA agrégation, qui va pouvoir vous donner, lui, des horizons beaucoup plus long terme. Et on est vraiment ravis que vous soyez là. On a une possibilité de mettre des questions dans le chat. N'hésitez pas. L'idée, c'est de faire à peu près 30 minutes ensemble et 10 minutes de questions, si vous en avez, évidemment, sinon je vais être obligée d'en inventer. Merci de les poser au cours de webinaire. Et on va démarrer tout de suite avec notre ami Arnaud. Non, c'est bon. Emilio. Bonjour à tous. Merci Laure. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va commencer ce webinaire par la partie marché gaz. Donc je vais rappeler d'abord dans quel contexte économique nous sommes, aborder le côté un peu plus rassurant, mais également les problématiques auxquelles nous faisons face. Donc le contexte économique est ralenti. On est vraiment dans un ralentissement économique, une baisse structurelle de consommation, que ce soit en gaz ou en électricité. Arnaud abordera le sujet plus en détail sur la partie marché de l'élec. Mais depuis 2022, on est quand même beaucoup moins énergivore. Il y a une grosse baisse de demande et ça a pour conséquence de détendre les marchés. On n'a pas eu un hiver extrêmement froid non plus. Sur ce début d'année, on a même eu des températures assez chaudes. Qui tourne autour des normales de saison. Si on regarde sur le graphe température normale versus réalisée. Et donc, ça a permis de répondre à nos attentes, comme on l'espérait suite à l'année chaotique de 2022, pour détendre ce marché et faire baisser les prix. Donc, je vous propose maintenant de rentrer un peu dans le vif du sujet et de s'intéresser directement au prix. Donc, on a une volatilité qui est toujours présente dans un scénario rassurant. Petit point marché sur 2023, on se focus sur l'après-crise. Donc on commence quand même avec des niveaux assez élevés. En bleu, vous avez ici le prix spot d'AUED et le futur CAL 24-1 en orange. Donc pour ceux qui sont pas vraiment familiers avec ces notions, le spot c'est pour une livraison le lendemain et le futur CAL 24 sur l'année 2024. Donc on a quand même une pente qui est rassurante. On est dans un contexte de baisse des prix, une certaine linéarité qui pourrait être tracée pardon, excusez-moi, petit problème d'affichage, qui pourrait être tracée. Donc c'est vraiment le gros côté rassurant. Marché beaucoup moins tendu, qui réagit de manière beaucoup moins excessive. Qu'en 2022, on se rappelle quand même qu'on avait eu des spikes de prix en été qui étaient de l'ordre de 300 € du mégawattheure. Quand aujourd'hui, on est à peu près sur des niveaux plus stables de 30, 40, des spikes à 40 €, donc à peu près 10 fois moins élevé quand même que l'été dernier. Donc baisse des prix et également un contango, donc un contango constant sur 2023. Pour rappel, c'est quand le prix spot est inférieur au prix futur. Donc ça incite à faire rentrer du gaz dans les stocks puisqu'il y a un intérêt économique direct de remplir les stocks quand le spot est moins cher. On abordera plus en détail ce sujet-là sur les niveaux des stocks par la suite. Donc ça, c'est vraiment les deux gros points rassurants. Marché moins tendu, baisse des prix, contango, mais marché toujours volatile. On s'aperçoit quand même depuis le début de l'été qu'on a quand même des gros spikes de prix. Ça, c'est dû aux maintenances liées à la Norvège. On entrera un peu plus dans les détails. Mais comme on le voit en juin-septembre, on a quand même des sacrés bons. Quand on a un bon de 15 € du mégawattheure sur un prix spot qui était à peu près à 25 €, ça fait quand même plus de 50%. Donc, il faut quand même garder ça en tête, qu'on est sur un marché plus calme post-crise, mais on reste quand même sur un marché très tendu et volatile. Et puis, puisqu'il n'y a plus d'approvisionnement en gaz, de gaz russe qui était de l'ordre de 40%,
En Europe, ça réduit vachement notre diversité d'importation et donc la volatilité reste importante à cause de ce facteur-là. Donc on parlait de Contango et de possibilité de remplir les stocks. Effectivement, ça a suivi la projection attendue. Le niveau de stock sur 2023 a atteint un niveau assez satisfaisant. Sur ce graphe, on peut voir donc le niveau de stock sur une année entière des 5 dernières années, de 2019 à aujourd'hui, avec le min et le max qui sont représentés en pointillés noirs. Et la courbe rouge qui représente l'année 2023. Donc on voit que le max est quasiment atteint de manière linéaire constante sur l'année 2023 en max historique depuis 5 ans. Donc c'est vraiment le gros côté rassurant avec un pic actuellement de 95%. On attend toujours le niveau de 98% et il y a toujours ce jeu entre prix spot pour répondre à la demande et remplir les stocks pour atteindre ce niveau de 98%. Donc, ce niveau de stockage, ça rassure les marchés, bien évidemment. Donc, dans le contexte chaotique de 2022, avec des prix particulièrement, avec un stock particulièrement bas, comme on peut le voir sur la courbe bleue, on n'est plus du tout dans ce scénario-là où il avait fallu remonter cette pente durant l'été et on avait atteint des prix spot extrême, 300 € du mégawattheure en gaz, ça paraît assez fou, mais c'est vraiment ce qu'on a eu l'été dernier. Donc là, on est vraiment dans un scénario beaucoup plus rassurant et plus du tout dans le scénario de l'année dernière. Donc si je fais le parallèle avec les spikes et le stock rassurant, on a toujours une grosse volatilité due à la Norvège, pardon. Et donc en fait la Norvège, ça représente 30% de l'importation européenne de gaz en France. Et donc c'est essentiel de prendre en compte la capacité, de la Norvège à nous fournir. Donc là on a un graphe d'Energy Scan, donc l'exportation de gaz norvégien en Europe, et on voit ces deux gros trous qui correspondent aux maintenances norvégiennes. Donc on avait eu cette maintenance en juin et donc en fait on avait peur de prolongation et effectivement ça a été le cas. On a eu un premier spike de prix. Si on revient sur les graphes tout à l'heure de spot, on voit quand même qu'on avait ce graphique entouré en rouge avec ses premiers spikes et ça tombe le marché et puis ensuite l'offre a repris. Puis on a eu une deuxième maintenance, la maintenance annuelle de la Norvège, et on craignait une deuxième prolongation. Et c'est ce qui s'est passé récemment. On a eu une prolongation de maintenance et vu que les stocks sont pas encore remplis à 98%, il y a toujours ce jeu entre spot, entre remplissage de stock et spot. Ça a tendu un peu le marché et on a eu un deuxième spike. Aujourd'hui, je regardais le prix, on était à peu près aux alentours de 40 €, 41 € sur le PEG en prix spot aujourd'hui. Donc, on est toujours à des niveaux assez hauts. Même si les stocks sont bien remplis, encore une fois, on reste quand même sur un marché très volatile. C'est ça qu'il faut bien retenir. Et le gros driver numéro 1, c'est vraiment la Norvège. Mais bon, il faut quand même se rassurer. Normalement, ça devrait un peu revenir à la normale. On n'est pas sur un scénario catastrophe. Dans la conception du prix, il faut bien évidemment prendre en compte le GNL, qui est un driver qui est quand même beaucoup moins important qu'en 2022. On a entendu les problématiques récentes en Australie, Chevron qui avait des problèmes syndicats internes qui ont poussé une grève en fin août, début septembre, et l'Australie qui fournit l'Asie, et du coup on se posait les questions sur l'importation de GNL en UE. Ça vient rajouter son poids à la balance. Et donc là on peut voir le spike de prix, donc TTF, GNL. Mais bon, on a eu des bonnes nouvelles. Il y a eu un accord qui a été trouvé au sein de Chevron et ça a un peu calmé les marchés, même si ça se ressent pas vraiment, parce qu'on a toujours ces problèmes en Norvège. Et puis on a également Freeport, qui est un gros exportateur de gaz en Europe, qui avait eu des problèmes d'exportation à cause de problèmes climatiques, et ça vient aussi rajouter son grain de sel. Mais bon, on est quand même dans un scénario beaucoup moins tendu que l'année dernière. C'est le scénario c'est le message à faire passer. L'année dernière, on était très demandeur de GNL en 2022. Là, c'est quand même un peu moins le cas. Le gros point à surveiller, c'est vraiment la Norvège.
Et autre point d'ailleurs qui vient rajouter de la volatilité sur notre marché du gaz aujourd'hui, c'est que on dépend beaucoup plus d'effets climatiques sur le GNL, puisque via les méthaniers, il faut des bonnes conditions météorologiques. Donc ça vient rajouter de la volatilité toujours, quoi. Maintenant, on peut se focus un peu sur les prix hiver, impact des annonces sur l'hiver. Q4 23, Q4 23, Q1 24, pardon, pour résumer la situation. Donc en bleu, vous avez le prix du dernier trimestre 2023. En orange, le premier trimestre 2024 depuis mai. Je ne vais pas tracer toute l'année pour vraiment se focus sur l'impact des maintenances et comment ça réagit. Donc marché plus stable, rassurant, mais toujours volatile. On le voit encore sur ce graphe. Quand on vient un peu zoomer, on peut directement un peu voir le min et le max. On peut commencer par le Q4 23. Pardon. Hop. Sur le Q4 23, pardon. Donc on a un min qui est aux alentours de 35 €, avec un GNL américain de 10 €, plus 10 € de liquéfaction, plus 10 € de transport. On est aux alentours de 30-35 €, et puis un plafond max aux alentours de 55. Et sur le premier trimestre 24, un peu plus élevé, 40 € à peu près, quand il n'y a pas vraiment de tension. Sinon, un plafond min aux alentours de 45 et un max à 60. Donc, Emilio, excuse-moi de te couper. Donc, ça veut dire que ça, c'est le plancher et le plafond auquel on peut espérer le gaz sur les prochaines échéances? Ouais, du coup, effectivement, c'est la prévision actuelle avec un marché quand même qui est assez tendu. Donc, si on se remet dans le contexte, il y a quand même ce problème de prolongation en Norvège. Donc, il y a quand même cette volatilité. Aujourd'hui, on est quand même sur des niveaux assez élevés. Ça pourrait descendre un peu et effectivement, on peut se prononcer quand même sur ces niveaux de prix. Et ça peut être important, enfin, si je peux vous conseiller sur des prévisions et un positionnement, ça peut être intéressant de se positionner dès que ces maintenances seront terminées, parce que on est encore, je le répète, sur un marché qui est très volatile. Donc se laisser au spot, si jamais vous avez un contrat qui vous indexe sur le spot, peut vous mettre un peu à risque à cause de cette volatilité. Donc ça peut être toujours intéressant. On reste sur des niveaux qui sont quand même assez décents, parce qu'on a beaucoup de gaz dans les stocks, pardon. Mais du coup, effectivement, ça peut être intéressant de se positionner maintenant, dans une semaine, quand les prix, quand les montants seront passés, et puis de voir le reste un peu après, quoi. Voilà pour la partie gaz. Je vais laisser Merci beaucoup, Emilio. Donc, on a bien compris ce premier tunnel de prix. Donc, si on reste sur ces fondamentaux-là du côté gaz, quel pourrait être un peu l'impact côté électricité? On va avoir Arnaud qui va nous présenter ça, puisque, comme vous le savez, le prix gaz est une résultante du coût marginal, notamment de la production à base de gaz. Donc, Arnaud, on te laisse la parole. Merci Laure et bonjour à tous. Donc effectivement, on va parler de la partie électricité maintenant en 3 temps, une structure légèrement différente de la partie des milieux côté gaz, où on parlera dans un premier temps de la demande en France, puis de l'offre, et enfin des prix. Concernant la demande en France, ici on voit la puissance moyenne appelée à retraiter les différentes conditions météorologiques sur les 10 dernières années. On va se concentrer sur la partie historique, entre 2014 et 2019, où on constatait que le niveau moyen de demande du marché français était de 475 TWh. Globalement, on a eu un décrochage de cette demande historique en août 2022, pour 2 raisons, pour deux facteurs divers. Le premier sont des facteurs économiques, puisque comme le disait très bien Emilio, à partir de août 2022, on avait eu un moment d'augmentation des prix historiques, avec notamment, on s'en rappelle, le prix Calbaz 23 à l'époque, qui a été monté jusqu'à des 1100 € du mégawattheure comme ordre de grandeur. Et donc ceci a le prix globalement sur toutes les commodités, sur différentes périodicités également. Ce qu'on constate, donc, c'est qu'à partir d'août, on a eu cette décorrélation. On a eu après un impact donc, sur le coût de l'électricité et forcément indirect
sur les différents achats de matières et de matières premières pour les industriels, donc impact sur l'inflation globale au sein du pays. Ça, c'est des facteurs économiques. Ensuite, on a également des facteurs sociétaux qui ont eu lieu, notamment en octobre dernier. On avait eu beaucoup de communication publique, notamment de la part de RTE, avec la création de mécanismes comme les éco-watts rouges, pour sensibiliser la population, que ce soit à la fois les particuliers, également les industriels, sur l'impact et l'intérêt d'une sobriété assez importante, on parle de 10-15% à l'époque, pour tout simplement limiter la demande, puisque d'un point de vue approvisionnement en électricité, on était un petit peu court, on avait beaucoup de problèmes de production, et ça on le verra dans les slides d'après. Donc globalement, deux facteurs économiques et sociétaux, un décrochage de la demande en août 2022, et on voit une petite remontée progressive à partir de mai 2023, la courbe rouge cette fois. Néanmoins, on reste sur des minimums historiques, donc une demande relativement basse. Ensuite, on va se plonger sur la partie offre du parc nucléaire, avec également un décrochage de la production. Donc, on voit ici, sur la zone grisée, la production moyenne de notre parc nucléaire historique entre 2015 et 2019, même si je pense qu'on peut également l'étendre de 2000 à 2019, où on avait globalement une production qui se situait entre 375 TWh et 425 TWh en moyenne. Globalement, en 2022, on a eu une très mauvaise année sur le nucléaire. On a eu seulement 279 TWh de production. Deux grandes raisons à cela. La première, c'était tout d'abord le report de maintenance en 2020. En 2020, pendant le Covid, il y avait des grandes maintenances de carénage qui devaient avoir lieu, qui n'ont pas pu avoir lieu, qui ont été reportées du coup dans les années à venir, dont notamment 2022, sachant qu'en 2022, des maintenances étaient initialement déjà prévues. Donc ça, c'est le premier phénomène. Et deuxième phénomène, c'était le phénomène de corrosion sous contrainte, qui avait eu l'impact sur pas mal de réacteurs français, où on avait dû finalement couper certains réacteurs, ce n'était pas prévu, et donc forcément une production fortement en baisse. Alors qu'en 2023, donc là si on se focus rapidement sur 2023, on voit la courbe marron à l'écran, qui reprend progressivement, entre guillemets, de sa superbe, excusez-moi du terme, où on voit, on est à peu près au minimum de la période de la zone grisée de production historique. EDF, pour les années à venir, table sur 315 TWh pour cette année, si tout se passe bien, 330 TWh sur 2024 et 350 sur 2025. Donc on reste quand même loin des 400 TWh des 2 dernières décennies. Maintenant, on va parler ensemble rapidement de la partie renouvelable, et côté éolien et côté solaire. Donc globalement, on peut dire que côté solaire et éolien, on a 2 gigawatts en moyenne, entre 1 et 2 gigawatts de production supplémentaire sur le parc chaque année. Pour l'éolien, c'est depuis 2015 et pour le solaire, c'est depuis 2010. On constate cette évolution de production constante. Ce qu'on peut dire, c'est quand même le mix solaire français est 2 fois inférieur à celui de ces pays frontaliers, notamment l'Italie, l'Espagne ou encore les Pays-Bas. Donc on a typiquement le solaire qui représente 5% seulement de notre mix énergétique, alors que typiquement dans nos pays voisins, c'est plus du 10 ou 15% du mix énergétique, le solaire. Enfin, dernière petite slide sur l'offre hydraulique cette fois. Donc on parle d'une filière à nouveau à flot. Pourquoi? Tout simplement puisque 2022 a été une année catastrophique pour la filière hydraulique. Donc on parle d'une année catastrophique pour le nucléaire. C'est également le cas pour l'hydraulique, où on va s'attarder sur la courbe d'abord qui est dessinée en bleu clair, qui représente l'enveloppe historique de production côté hydraulique, où on se rend bien compte qu'on avait un bandeau et surtout de haute production à partir de juin à octobre, d'une année de livraison. Et en 2022, spécifiquement en 2022, on observe donc la courbe rouge cette fois, qui a totalement décroché justement à partir de juin jusqu'à octobre, qui sont les mois où on est censé le plus produire. Donc c'est dû à quoi? C'est dû notamment à des problèmes de stock, tout simplement d'eau, où en fait, tout simplement en termes d'années pluvieuses, on notera qu'on a eu en 2022 la pire année en termes de manque de pluie depuis 1959. Et conséquence directe, c'est que 2022 était l'année la plus faible d'un point de vue de production depuis 1976. Donc, comme vous pouvez le voir, des records tristement historiques pour la filière. 2023, en revanche, donc c'est pas affiché à l'écran, mais on sort d'un été 2023 où les stocks se situent à des niveaux très satisfaisants
Et on est pour le coup dans la partie haute de la courbe bleue. Donc c'est une très bonne nouvelle d'un point de vue offre hydraulique pour les temps à venir. Ensuite, on va se plonger sur la partie prix et dans un premier temps sur la partie prix spot, où ici on va observer donc les prix spot moyens constatés en France depuis le début de l'année. Donc effectivement, il y a un effet de décroissant présenté à l'écran, notamment structurel, puisqu'on compare des prix hivernaux puis estivaux jusqu'à septembre. Mais ce que je voulais m'attarder notamment sur la partie volatilité des prix spot moyens qui sont constatés. On voit pas mal de spikes négatifs et des grands spreads, tout simplement sur les prix spot moyens, sur des périodes. Donc, typiquement, je pense à mars-avril, en juillet, on voit des mèches de spread très importants. Et donc, ces mèches, elles représentent quoi? Elles représentent tout simplement des potentiels d'heures négatives. Je vais prendre l'exemple de la France. En 2022, on avait 12 heures seulement avec des prix négatifs spot. Et aujourd'hui, en 2023, on en a près de 171. Et là, on est seulement en septembre. Donc, on a un rapport de plus de 10 qui est présent. C'est une multiplication qui effectivement va devenir structurelle. L'Allemagne et les Pays-Bas, c'est également un rapport de 2 au moins. Et une des raisons à cela, c'est tout simplement que le mix énergétique des pays, du pays français pour l'instant, devient de plus en plus renouvelable. Le moment où on va souhaiter être exportateur, ça va globalement être des heures, donc parce qu'on produit beaucoup d'éolien ou de solaire. Et souvent, c'est aussi corrélé. Les pays voisins vont aussi, dû à un mix énergétique vert également, vouloir exporter à ce moment-là. Donc tout le monde se retrouve à vouloir vendre ces blocs d'électricité horaires au même moment, et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve avec des prix négatifs. Donc c'est une tendance qui se multiplie dans le temps et qui va potentiellement perdurer dans le temps. Merci Arnaud. Mais alors, la question qu'on se pose tous, donc on voit bien un spot très, très chahuté, qui peut être négatif, mais qui peut aussi s'envoler. Donc, la question qu'on se pose un peu aujourd'hui, c'est l'analyse des forwards. J'imagine que c'est celle que tu vas faire juste après. Et surtout, au-delà de l'analyse des historiques, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur les semaines et les mois à venir? Alors, merci Laure pour cette question. Effectivement, on la voit passer dans le chat. Et c'est effectivement ma slide suivante sur les prix forward. Donc, je vais le décomposer en deux temps. Si tu me le permets, dans un premier temps, donc l'année 2023, on va regarder le CAL 2024, puis après le CAL 25-26. Concernant le CAL 24, quand on regarde sur son évolution sur l'année 2023, on observe effectivement, on avait commencé l'année au niveau maximum de la valorisation du produit Calendar. On était à 243 € du mégawattheure. Et aujourd'hui, donc le prix settlement d'hier, c'était le niveau minimum. On était à 130,68 € pour le produit Calbase. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a une tendance baissière, oui. On a une forte volatilité malgré tout qui est présente. On le voit justement sur les périodes de mars-avril ou encore de juin-juillet, qui sont associées soit à des grèves dues à la réforme des retraites, à des problèmes sur les maintenances de centrales ou encore à des problèmes sur le gaz dont Emilio parlait juste avant. Donc une année 2024 qui est très volatile pour le coup, une tendance baissière, oui. Donc, si je dois répondre à ta question, donc toujours on n'a pas de boule de cristal, vous le savez très bien, mais ça serait potentiellement de penser à clôturer effectivement ces fixations pour la L24, puisque tout simplement on est sur le niveau minimum observé pour la 2024. Donc ça paraît en tout cas opportun, vu les chiffres, de se positionner ainsi. Ça, c'était le premier axe de réponse, quand on regardait justement le prix sur le CAL, quand on regardait sur le CAL 24. On va s'attarder maintenant au CAL 25 et 26, toujours sur l'année de livraison 2023. Donc, on sort pareil d'une année 2022 chaotique, où on voit le début justement des mèches de prix qui étaient à des niveaux très hauts, à 250 ou à 200 € du mégawattheure pour les deux bandeaux. Et aujourd'hui, on voit au final une tendance différente sur ces échéances, où on voit un prix qui est quand même relativement plus stable que l'année 2024. Ce qu'on peut se dire, malgré tout, c'est qu'on a un prix stable, on a une sorte de résistance plancher qui se dessine, avec malgré tout des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que niveau demande, on a moins de demande qu'avant, on a un effet sobriété qui est présent, on a des niveaux de production, des très bons signaux, on a globalement tous les signaux qui sont au vert. Aujourd'hui, on a beaucoup de vent, on a l'hydraulique qui est en bonne posture, on a le solaire également qui se porte bien, et le nucléaire qui commence à reprendre un petit peu de sa superbe. On redevient net exportateur, la France redevient net exportateur d'électricité, ce qui n'était plus le cas depuis le Covid. Et malgré tout, on se stabilise à ce niveau plancher pour les années 2025-2026.
Donc, c'est peut-être un signal ce sont quelque part des échéances où le prix reste à ce niveau-là et a du mal, au final, à descendre en dessous. Donc, ça pourrait être une opportunité de commencer à sécuriser son approvisionnement budget pour ces livraisons-là, sachant qu'on a quand même une tendance sur les derniers moments de laisser un petit peu ces échéances lointaines, les reporter tout simplement à l'année -1. Néanmoins, voilà, ça peut être important de noter. Et voilà, je m'arrêterai là en tout cas pour mes là-dessus. Donc, on a bien vu effectivement sur le message, Arnaud, ton message, c'est que 2024 est très chahuté, mais qu'en fait, 25 et 26 sont relativement stables. Et le risque, toujours, c'est que quand on s'approche de l'année de livraison, eh bien, ces échéances qui étaient relativement stables deviennent de façon à leur tour chaotiques. Donc, le message, effectivement, c'est peut-être d'en prendre déjà un morceau. On a des questions sur l'arène qui viendront peut-être à la fin. N'hésitez pas à compléter les vôtres. En attendant, c'est au tour de Julien, responsable agrégation PPA, qui vous explique comment rendre ce marché un peu plus stable. Bonjour à tous, merci Laure. Donc on va parler maintenant des PPA, donc Power Purchase Agreement, qui sont un contrat d'achat direct d'électricité, en général renouvelable, entre un consommateur final et un producteur renouvelable. Donc on va commencer par un petit peu de contexte un petit peu plus long terme, puisque là on a parlé de marché, d'horizon de marché 2-3 ans précédemment. Là le corporate PPA, c'est plutôt sur des horizons de 10, 15, 20 ans. Donc j'ai retracé l'historique du prix d'électricité en France depuis début 2005. Donc le graphique qu'on voit ici, c'est le prix du calendaire N+1 baseload. Donc c'est-à-dire que pour une année N, c'est le prix coté pour l'année N+1. Donc on voit quelques variations, notamment un premier pic en 2008 suite à la crise financière, pardon. Un deuxième second pic après la catastrophe de Fukushima. On voit aussi des baisses, et notamment la dernière en date suite à la crise du Covid-19. J'ai tracé la même courbe, mais depuis 2021 maintenant, parce qu'on a dû changer d'échelle pour tracer cette courbe, avec une volatilité qui est devenue extrême, notamment fin 2021 et surtout à l'été 2022, suite à la crise du gaz d'une part et des problèmes de corrosion du parc nucléaire français d'autre part. Donc, l'idée, c'est bien évidemment de se couvrir de manière différente, enfin autre qu'avec le marché, face à cette volatilité de plus en plus importante. Et pour ça, on a identifié trois solutions, on va dire. La première, c'est l'autoconsommation, donc c'est-à-dire que vous allez installer directement sur votre site, par exemple, des panneaux photovoltaïques. Donc, ça permet de moins consommer finalement et donc de se prémunir de la volatilité des marchés. On comprend assez naturellement que la limite de cela, ça va être justement le foncier nécessaire pour avoir une puissance suffisante pour couvrir toute sa consommation. Et l'autre solution, ce sont les PPA, les corporate PPA, de court terme ou de long terme. La différence étant que sur un corporate PPA de court terme, vous allez acheter l'électricité produite par un actif renouvelable qui aura bénéficié auparavant de compléments de rémunération, d'obligations d'achat, enfin de subventions, d'aides de la part de l'État, alors que dans le cas d'un corporate PPA long terme, ça va être ce qu'on appelle du greenfield, c'est-à-dire que vous allez, via votre tarif d'achat sur 10, 15, 20 ans, aider à financer le développement d'un projet. Donc, pardon. Je l'ai un petit peu dit juste avant, mais qu'est-ce que finalement un corporate PPA? C'est bien un contrat entre un site de production d'énergie renouvelable, solaire ou éolien en général, ça peut être également hydraulique, et un consommateur final. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les corporate PPA du coup long terme pour se prémunir de la volatilité. Et ça va être sur des durées de 10 à 15 ans en général pour l'éolien et plutôt 15, 20, voire 25 ans pour le solaire.
Donc j'ai repris la courbe du spot moyen journalier électricité en France sur 2023, qui a été présenté précédemment, et j'ai mis la borne en borne inférieure 60 € du mégawattheure et en borne supérieure 90 € du mégawattheure. En général, les corporate PPA à date se négocient justement entre ces deux limites, entre 60 et 90 € du mégawattheure. Et on voit assez naturellement, par rapport au prix spot, et encore que c'est le prix spot journalier, mais si on passait au pas horaire, la volatilité serait encore plus importante. On voit qu'il y a de nombreuses heures où il est intéressant d'avoir un actif de production et d'autres heures où il est moins intéressant. L'idée derrière, c'est vraiment de se prémunir de cette volatilité-là. Il est assez difficile il y a des simulations, des projections du prix de l'électricité en 2035, 2040, 2045, mais finalement, c'est assez difficile de prévoir quel sera vraiment ce prix. Ce qu'on sait par contre, c'est que cette volatilité, sera de plus en plus importante, et notamment avec l'augmentation du renouvelable. Et la deuxième chose, l'avantage de signer un corporate PPA long terme, c'est de verdir sa consommation d'électricité. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais lorsque vous signez un corporate PPA, vous avez la garantie d'origine qui est associée à l'électron produit, et donc ça permet de certifier que ces électrons qui sont derrière consommés sont bien verts. J'ai fait un rapide focus sur le marché des corporate PPA à long terme. Donc en 2019-2020, ce sont les premiers corporate PPA qui ont été signés, donc notamment par Métro, la SNCF ou les aéroports de Paris. On est d'ailleurs agrégateur des actifs de production concernés par ce corporate PPA-là. En 2021-2022, donc on a eu la crise de l'énergie, et là on a eu un vrai changement de paradigme, c'est-à-dire que les PPA sont devenus dans la monnaie, c'est-à-dire que le prix de marché était largement supérieur au prix négocié pour signer un corporate PPA. Donc, en plus d'avoir une démarche RSE, si vous voulez, les corporate PPA permettaient des économies par rapport au marché. En 2023, le marché s'est un petit peu calmé, on l'a vu, et du coup, le marché des corporate PPA s'est également plus équilibré entre les producteurs et les consommateurs. Ce qui va compter si vous voulez signer un corporate PPA avec un producteur, la première chose, ça va être la bankabilité, puisque finalement, en fait, le producteur va aller voir sa banque pour l'aider à financer le développement d'un projet, et donc la banque va lui demander quelles sont ses contreparties. Et ces contreparties, ce sera vous, et donc la banque va vouloir étudier votre solvabilité pour étudier la solidité financière du projet finalement. Et ensuite, évidemment, le producteur cherche de la rentabilité, donc le producteur va chercher un prix de son côté le plus élevé possible, évidemment, ou une durée la plus longue possible. Il y a également un fonds de garantie qui a été mis en place depuis le début de l'année par la BPI, qui permettrait à de nouveaux acteurs peut-être d'accéder à ce marché des PPA. Pour l'instant, il n'y a pas de corporate PPA qui ont été signés, à ma connaissance, grâce à ce mécanisme, mais ça devrait être le cas dans les prochaines semaines, voire mois. Merci beaucoup, Julien, pour cette introduction sur les PPA. J'espère qu'effectivement, vous avez déjà peut-être commencé des démarches sur le sujet. Alors, je vais prendre quelques questions juste en parallèle de cela, puisque on a une première question sur le stockage, Emilio, et notamment sur pourquoi les niveaux de stock étaient aussi bas en 2022. Alors, on peut peut-être repartir. On n'a plus la présentation. On se rappelle du niveau effectivement de 2022. Donc, c'est vrai que pendant l'hiver 22, on avait des niveaux très bas, historiquement bas. C'est une bonne question. En fait, on sortait effectivement d'un contexte un peu particulier. Il y avait un hiver très froid en Asie, et du coup, le GNL et les prix étaient plus élevés là-bas. Du coup, en fait, ils nous ont un peu pris beaucoup de GNL. Du coup, ça a empêché un peu l'importation à ce niveau-là. Il y avait aussi des incertitudes sur Nord Stream 2. Il y avait un décalage de date de démarrage. Il y avait aussi eu un printemps assez chaud, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2021-22, du coup, ça avait puisé un peu dans les stocks, et donc effectivement, on était déjà dans un niveau assez bas.
Il y a eu ce conflit entre la Russie et l'Ukraine qui en fait était la cerise sur le gâteau et a fait emballer le marché. Voilà. Merci pour cette information, Emilio. Alors, vous avez vu, les slides ont sauté tout à l'heure. On a raté la conclusion de Julien, donc je voulais quand même juste préciser que voilà, sur la partie PPA, évidemment, on a une très grosse activité d'agrégateurs et puisqu'on en a fait quand même déjà un bon paquet avec des clients, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Julien, je vois que ta conclusion a été un peu squeezée avec nos slides. Donc merci pour cette première réponse, en tout cas Emilio, sur le gaz. On a une autre question dans l'oreillette sur le coefficient de bouclage. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le prix du marché de l'électricité? Est-ce que, Arnaud, tu veux répondre? Tout à fait. Je vais prendre la question. Donc, concernant le coefficient de bouclage, effectivement, ça a un impact sur le marché puisque quand le coefficient de bouclage diminue, ce qui est le cas justement quand on diminue comme ça a été le cas, donc la production nucléaire baissait par rapport au niveau historique. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, on avait moins d'AREN en tant que client, donc plus de marchés à acheter, plus de positions marché à acheter, donc plus de demandes sur les marchés également. Donc effectivement, la modification du coefficient de bouclage a un impact sur les marchés. D'un point de vue demande, tout simplement, de tous les clients. Voilà, ça effectivement, juste pour compléter, ça a un impact si, en fait, effectivement, c'est ce qu'on n'a pas précisé, mais s'il y avait un décrètement, s'il n'y avait pas d'écrètement, mais effectivement, comme l'écrètement, lui, va baisser, in fine, on aura exactement le même niveau d'achat sur les marchés, et donc, c'est vraiment à très long terme, on pourrait avoir un impact, mais sur les années proches, avec l'écrètement qu'on a, effectivement, il n'y aura, dans le cas présent, pas plus d'achats sur les marchés. Est-ce qu'il y a une autre question urgente? Alors, est-ce qu'on bénéficie de moins d'AREN quand on a un PPA? Alors, ça dépend de votre fournisseur. S'il n'est pas bon, oui. S'il est bon, non. Et donc là, le point effectivement, c'est que le droit, je répète, le droit d'AREN est lié à votre sous-tirage réseau. Et donc, quand vous avez un PPA, vous ne diminuez en rien votre sous-tirage réseau. Donc, le responsable d'équilibre identifie toujours la même consommation, donc les mêmes mégawatts d'AREN. Donc, il n'y a absolument aucun impact. Voilà, qu'on se le dise une fois pour toutes. Si vous avez eu d'autres vents contraires sur ces sujets-là, dites-le nous et on vous l'expliquera clairement. On arrive au terme de notre webinaire. On a tenu les 40 minutes dont on a parlé. On vous remercie énormément pour votre présence, pour vos questions. Et puis, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre votre activité normale. À bientôt.